Bonjour à tous, bonne année et merci d'être venus, d'être présents pour ce premier meeting de Andan. Je suis Ioan Dan, originaire de Roumanie et je suis arrivé en France en 2006 pour m'engager dans la Légion étrangère où j'ai servi pendant 6 ans et demi avec honneur et fidélité comme il se doit en étant prêt à y donner ma vie s'il le fallait pour la France. Je suis, vous l'avez peut-être compris, l'époux de la candidate aux élections présidentielles Andan et je suis également le président de la petite association politique, le Mouvement Réaliste, que nous avons créé en décembre dernier pour soutenir sa candidature aux élections présidentielles. Donc je vais faire une petite introduction pour vous présenter un petit peu notre ligne politique et la ligne politique de son programme. Puisque la plupart des gens, j'ai remarqué qu'ils nous demandent ça, ils ne savent pas où nous placer, donc je vais vous faire une petite introduction. Pour cela, je vais rapidement faire un descriptif des grandes idéologies politiques qui alimentent aujourd'hui tous les courants politiques, les partis politiques en France et ailleurs d'ailleurs dans le monde. Donc rapidement, le capitalisme et le communisme. Le capitalisme qui naît au fin du XVIIIe siècle, c'est la principale idéologie économique qui est aujourd'hui dominante dans le monde, sur la planète entière. Donc rapidement, vous le savez peut-être, les banques sont au sommet, qui financent les entrepreneurs, qui utilisent des travailleurs, des ouvriers pour produire de la richesse, et c'est le marché qui régule les prix. Donc dans l'idéologie capitaliste, la propriété privée est essentielle, et le libéralisme économique aussi. L'idéologie capitaliste, elle épouse automatiquement le système en place, l'ancien régime, celui avec le roi, l'église, ou le prêtre, et le soldat ou l'armée. Donc du coup, ça reste une idéologie relativement simple, économique, qui s'adapte avec le système en place. D'où le fait qu'aujourd'hui, vous allez voir la droite qui se dit plus régalienne. À l'opposé, le communisme, quand il naît par opposition au capitalisme. C'est une idéologie économique aussi à la base, mais c'est une idéologie aussi qui adopte automatiquement l'idéal révolutionnaire pour renverser le capitalisme, parce qu'ils savent que les aristocrates des bourgeois ne vont pas se laisser faire si facilement. Donc du coup, l'idéologie elle est automatiquement révolutionnaire pour remplacer le capitalisme qui est en place. C'est une idéologie où l'État, économiquement, il se place, il est central, et c'est l'État qui gère l'économie. La propriété privée, elle est soit inexistante, soit très peu de propriété privée. Et la richesse devrait être répartie plus ou moins équitablement entre tous les citoyens d'un pays. Donc voilà rapidement, hein, je reste simple, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, rapidement pour les deux grandes idéologies. Ensuite, une troisième grande idéologie, elle naît à la même période, c'est l'idéologie patriotique. Donc, contrairement à la confusion qu'aujourd'hui, on croit que le patriotisme naît avec le fascisme ou avec le nazisme, c'est loin de ça, ça remonte très loin. Pareil que les idéaux capitalistes et communistes peuvent remonter plus loin. Le nationalisme, ou le patriotisme plutôt, il naît surtout au XVIIIe siècle, de manière très forte, avec plusieurs événements importants qui ont lieu. L'hégémonie française suite aux guerres napoléoniennes, et c'est en réaction, Napoléon c'est un impérialiste, c'est normal, c'est comme les Perses, comme l'Empire romain, comme tous les autres empires. Mais en réaction aux guerres napoléoniennes, on a une réaction patriotique forte de la part des Espagnols, de la part des Prussiens, de la part des Russes, de la part de tous les autres. Donc il s'agit au départ du patriotisme en réaction à l'impérialisme et plus tard en réaction au mondialisme, au multiculturalisme. Il naît avec l'hégémonie française, avec la naissance de l'Italie et de l'Allemagne, qui sont des pays très très morcelés à l'époque, en quelques centaines de pays-États, dans l'Allemagne comme dans l'Italie, dominés parfois par un empire ou par un autre, mais ils prennent naissance comme nation. Une nation, c'est quoi déjà rapidement? C'est une langue, une culture, une religion. Si vous avez ça, vous construisez une nation facilement. Donc autour de ça, on a la naissance de l'Italie et l'Allemagne, les deux grandes puissances en Europe, et aussi l'émancipation des pays de l'Europe de l'Est et de pays
des Balkans, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, qui se disent nous aussi on est une nation, nous aussi on veut s'émanciper de l'Empire ottoman ou de l'Empire austro-hongrois. Donc c'est là qu'il naît le patriotisme, un patriotisme fort dans beaucoup de pays en Europe, au Moyen-Orient, y compris le sionisme, dans beaucoup de pays du monde. C'est là qu'il naît, c'est au 19e siècle. Bon, c'est-à-dire au fascisme, au nazisme, quand ça part à l'extrême, ça c'est une autre histoire, je ne vais pas vous faire l'histoire. Donc voilà pour la troisième grande idéologie aujourd'hui qui alimente tous les courants politiques que vous connaissez, vous le savez très bien. Et une quatrième rapidement, l'écologie. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, ça naît beaucoup plus tard en réaction aux problèmes écologiques que nous connaissons tous, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, c'est très récent. Donc voilà pour les quatre grands courants idéologiques qui alimentent la politique actuelle. Après, il y a plein d'autres éléments, on pourrait parler de la religion, mais en France c'est moins présent, dans d'autres pays c'est très présent. Ça alimente aussi la politique dans d'autres pays, en France c'est autre chose. Si vous voulez, on peut parler de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, elle est reprise à peu près par tout le monde, c'est pour ça que je ne vais pas évoquer les autres éléments. Aujourd'hui, le tableau est composé à peu près par ces quatre grands courants idéologiques, le patriotisme, le communisme ou le socialisme, le capitalisme qui est dominant et l'écologie. Donc avec ces quatre grands courants, on a le tableau politique, y compris en France. Il y a aussi la démocratie, revendiquer une démocratie plus participative, revendiquée peut-être par les Gilets jaunes en France, ça reste quand même minoritaire à l'échelle de la planète, et la démocratie en elle-même, le principe, il est à peu près accepté par tout le monde, même si après, comment il est appliqué, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc par rapport à tout ça, où on se positionne nous? C'est à ça que je veux en venir. Donc on se positionne de manière assez importante, même très importante et conséquente, sur tout le tableau. Sur les questions de gauche, oui, puisque on veut instaurer un revenu universel, par exemple, pour vous donner une de nos mesures, qui augmentera les revenus de 1200 à 1600, de 1600 à 1900, et pour cela, il n'y a pas 15 000 solutions, ce sont les revenus les plus hauts qui vont cotiser. Pas les entreprises. Effectivement, les entreprises sont engagées dans une compétition internationale, c'est difficile pour les grandes entreprises et pour les petites, c'est difficile aussi, mais les revenus les plus hauts. Sur l'écologie, on a des mesures très fortes. L'écologie, l'agriculture biologique, les bâtiments intelligents générateurs d'énergie, le recyclage à 100%. Donc on se positionne avec des mesures très concrètes. Sur des questions de droit régalien, la justice, la sécurité, pareil. Sur des questions patriotiques aussi. Donc évidemment, ça peut paraître à certains de rien que de dire qu'on va mettre fin à l'immigration illégale. Pour certains, c'est déjà, vous êtes trop à droite. Mais ça me semble normal d'accueillir des gens déjà correctement, et puis ceux qu'on accueille, c'est des gens qui respectent et qui aiment notre pays. Moi j'aurais pu retourner en Roumanie ou aller aux États-Unis ou en Espagne, mais si je suis resté ici, c'est parce que j'aime, parce que je respecte ce pays. J'aime la France et c'est pour ça que je suis français aujourd'hui. Donc ça me semble normal que des gens qui viennent, qui signent une charte et qui disent moi je m'engage à respecter les valeurs de ce pays. Bien sûr, ceux qu'on accueille, on les accueille comme des frères. On ne les considère pas comme des citoyens de deuxième degré. Donc ça aussi, ça doit aller avec. Donc voilà à peu près pour la position qu'on a sur tout le panel politique qui existe. Mais ce n'est pas ça qui nous caractérise le plus. Comme on le dit dans une phrase sur le programme, la science au service de l'homme et de la nature. La science, c'est la puissance. Sans science, sans innovation, sans technologie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de redistribution sociale, il n'y a pas grand-chose. Si on enlève tout ce qui est innovation, technologie ici, il n'y a plus grand-chose qui reste. On est tous en bas, habillés dans des pots, des animaux, et vous comprenez, ça va être compliqué. Et sans faire de la recherche, de la technologie, de l'innovation, notre avenir est plus que compromis. Face à des géants comme la Chine, les États-Unis, qui eux, ils ne vont pas s'arrêter. Mais comment en faire? En impliquant l'État. Donc voilà encore, on se distingue nous le plus. Nous, on veut impliquer l'État de manière très concrète, de manière très directe, pour faire de la recherche, de l'innovation et de l'économie, dans quelques secteurs, dans des grands secteurs stratégiques, mais à une échelle extrêmement importante. Donc on ne parle pas de, parce que les autres aussi ils disent ce qu'ils font, mais généralement,
tous les partis politiques, ils ont une position législative. On fait une petite loi par-ci, on met une petite taxe par-là, une grosse taxe par-là, ou on enlève une autre par-ci, mais ça c'est une position politique classique. Il n'implique pas l'État, l'État ne s'implique pas dans l'économie. Nous, on veut l'impliquer. Donc l'impliquer de manière très conséquente, de l'ordre de 1000 milliards sur 10 ans. Donc sinon, de toute façon, on va s'endetter de ces 1000 milliards sur 10 ans, mais on n'aura pas de retour sur l'investissement. Donc soit on choisit maintenant d'investir l'État sans attendre les Elon Musk, les Jeff Bezos, ou les Zuckerberg, ou les Bill Gates, parce qu'ils ne surgiront pas en France. Donc on va impliquer l'État pour faire de la recherche et de l'innovation et pour s'investir dans certains secteurs stratégiques de haute technologie, et pour la réalisation de la transition écologique, on va l'impliquer sérieusement dans l'économie. Donc voilà ce qui le distingue le plus. Mais pour mieux comprendre cela, je vais vous expliquer rapidement, parce que vous allez vous dire, bah, si cette idée est si géniale, bah, pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi ils le font si peu? Donc je vais refaire un tout petit peu d'histoire rapidement, et je vais vous expliquer pourquoi ils le font très peu, ou ils ne le font pas. Déjà, le capitalisme, les capitalistes disent dès le départ, l'État, ne vous impliquez pas, c'est pas à vous de faire de l'économie. L'économie, c'est nous. Vous faites quelques lois, vous jouez un petit peu le rôle d'arbitre, la justice, mais c'est pas à vous de faire l'économie. On le voit aux États-Unis, au 19e siècle, en Angleterre. Donc ce sont des acteurs privés qui portent y compris la science, la recherche, l'innovation, parce que la plupart de tout ça, ça débouche sur des secteurs industriels, économiques. Donc ce sont des acteurs privés qui le font. Et ça marche plutôt bien, puisqu'il y a plusieurs raisons qui font que ça marche bien, surtout dans des pays, par exemple, protestants ou juifs, qui ont une mentalité différente de la nôtre, qui sont beaucoup plus à l'aise déjà avec la richesse. Pour eux, dans leur psychique à eux, la richesse c'est une bénédiction. Pour le catholique, pour l'orthodoxe et pour d'autres, on est un peu moins à l'aise avec l'idée même de richesse, d'entreprendre pour s'enrichir. Donc c'est beaucoup plus facile pour les protestants ou pour les juifs. Déjà, naturellement, ils y vont beaucoup plus facilement. De plus, les Américains, vous connaissez l'histoire, ils ont conquis l'arme à la main en tuant les bisons, les Indiens et en mettant en esclavage les Noirs. Donc ils ont une mentalité de conquérant beaucoup plus et d'entrepreneurs. Ils entreprennent beaucoup plus facilement qu'un pays catholique ou un pays orthodoxe qui a été dominé par le tsar ou par un roi et qui attendait que l'État fasse. Et puis la richesse, une position plutôt délicate par rapport à s'enrichir, l'idée même de s'enrichir. Donc un pays comme la France, il est automatiquement désavantagé, ou comme la Russie ou d'autres, par rapport à un pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre ou comme les États-Unis. Dans ces règles-là où on attend que les acteurs privés y aillent. La preuve, en France, les grands projets, ça a été lancé par Louis XIV avec Colbert, par Napoléon III, ou les 30 Glorieuses, l'État, Charles de Gaulle notamment. C'est ce qui fait que la France elle a pu lancer des grands projets. Ça se voit déjà sur ça. Donc du coup, aujourd'hui, après les années 80, quand Reagan et Thatcher ils ont relancé le néolibéralisme, donc de nouveau, les États, y compris l'État français, ou surtout, peut-être aujourd'hui l'État français, il se dit non, l'État ne doit pas s'impliquer. Mais nous on dit oui, l'État doit s'impliquer. Donc voilà ce qui nous distingue le plus. Autre chose qui les reconforte, eux, dans l'idée que l'État ne doit pas s'impliquer, c'est l'effondrement du communisme. Parce que le communisme, l'État s'est impliqué. Et ils se disent, bah, vous voyez, quand l'État s'implique, l'économie coule. Sauf que l'économie des États communistes ne s'est pas effondrée à cause du fait que l'État s'est impliqué. Au contraire, le fait que l'État s'est impliqué, dans un premier temps, a permis à des pays très pauvres à pratiquement rattraper les pays occidentaux. Donc après la guerre, en 20 ans, l'État a relancé l'économie et ils ont arrivé pratiquement presque au niveau des Occidentaux. Ce qui les a fait s'effondrer, c'est principalement deux grands défauts idéologiques qui sont vraiment très centraux, très au centre de l'idéologie communiste. C'est leur mal-être déjà par rapport à la richesse. Ils ont tué les riches et ils les ont fustigés, non pas pour s'enrichir eux après. Ils voulaient que avoir le minimum nécessaire, donc ils n'envisageaient même pas. Ils étaient très mal à l'aise avec l'idée même de s'enrichir. Donc ils ont lancé une économie extrêmement limitée pour produire de quoi manger, 3 sortes de fromage, pas 300, du pain, de quoi mettre à l'abri tout le monde dans des bâtiments tous pareils. Donc ils sont restés vraiment très simples, très basiques. Ils ont développé un écosystème extrêmement basique. Et ils n'ont même pas voulu, ils n'ont même pas pensé qu'il faut le développer plus.
Donc il y a cette idéologie-là, et aussi l'idéologie centrale du travail, c'est-à-dire l'idée de donner du travail à tout le monde. Il faut que tout le monde travaille du lundi à samedi, 50 à 60 heures par semaine. Ce qui les a bloqués à un moment donné, parce que dans les années 70, ils se sont retrouvés face à une possibilité d'automatisation de pratiquement toutes les activités. Donc on pouvait, dans une usine où il y avait 500 employés, on aurait pu automatiser et faire le travail avec 50. Sauf qu'ils se sont dit, bah, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait de 450 autres? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans les pays capitalistes, c'était facilement réglé cette histoire. Le patron, finalement, il finissait par licencier petit à petit, et puis les autres, les ingénieurs, ils ouvraient d'autres boîtes, ils faisaient d'autres activités dans d'autres secteurs, et ils développaient l'économie. Mais comme eux, ils n'avaient pas d'autres idées, ils restaient sur du très simple, très basique, ils ont dit non, on ne peut pas faire ça, il faut garder ça comme ça, il y a du travail pour tout le monde. Et donc, du coup, ils ont bloqué, ils n'ont pas continué l'automatisation, ce qui les a inévitablement appauvris par rapport aux capitalistes qui, eux, ils ont continué le développement économique. Et c'est pour ça que les communistes se sont effondrés, c'est à cause de ces idéologies-là. D'ailleurs, l'idée du travail, le travail doit être central, elle est présente aussi dans l'idéologie capitaliste, elle vient de là. Mais le modèle économique capitaliste, il s'accommode plus facilement, il s'adapte plus facilement. Donc, y compris si, même aujourd'hui, vous entendez, il faut travailler, alors que l'idée serait de dire, il faut travailler intelligemment. Donc, c'est-à-dire en utilisant les nouvelles technologies, et si on peut, dans une usine, si on peut faire le travail avec 50 personnes au lieu des 450, bah, les 50, elles vont le faire, et les 450 autres, elles vont travailler dans d'autres secteurs. Et c'est ça qui est un pays prospère, un pays qui s'enrichit. Donc, mais pour les communistes, c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà les causes pour lesquelles l'économie communiste s'est effondrée, et non pas parce que l'État s'est impliqué. Donc si je vous explique tout ça, c'est pour légitimer un peu, pour vous expliquer pourquoi nous on décide, parce qu'on sait que ce n'est pas au contraire, ça va être extrêmement important et nécessaire aujourd'hui pour la France. Elle a besoin, elle ne peut pas attendre, il n'y aura pas de Elon Musk en France, il n'y aura pas de Bill Gates, il n'y aura pas de Zuckerberg. Il n'y aura pas de Jeff Bezos en France. En France, c'est l'État qui doit s'y investir. C'est l'État qui doit s'investir et ça doit vous appartenir à vous tous, à tous les citoyens français. Et c'est l'État qui doit s'investir dans certains secteurs stratégiques. Et la science, évidemment, elle sera centrale dans des secteurs de haute technologie, les nanotechnologies, biotechnologie, la robotique, les ordinateurs quantiques. Dans tous ces secteurs, c'est l'État qui doit s'y lancer en France. Donc c'est ça le plus important de tout ce qu'on veut mettre nous par rapport à tous les autres, c'est que l'État il va s'investir de façon très très importante, ce qui va aussi mettre fin au déficit structurel, parce qu'aujourd'hui de toute façon on s'endette, de toute façon on se dirige vers 4 000 milliards d'endettement dans 10 ans. Donc soit on choisit, on fait un choix stratégique maintenant, et l'État s'implique dans des secteurs stratégiques clés, hein. Je ne dis pas l'État il ne va pas remplacer les artisans ou toutes les activités que vous connaissez, loin de là, il ne faut pas faire ça. Au contraire, ils vont bénéficier de ces grands secteurs que nous allons lancer, tout le monde, le système économique va bénéficier. Donc l'État doit se lancer dans une dizaine, une quinzaine de grands projets liés à la recherche, à la technologie, aux hautes technologies, et aux technologies nécessaires pour réaliser la transition écologique. Donc voilà l'aspect peut-être le plus important politiquement qui nous distingue de tous les autres. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à Anne Dame qui va vous présenter le programme et puis à la fin on répondra à vos questions. Merci. Bonjour à tous. Donc je n'ai pas besoin de me présenter, Anne Dame. Je suis vosgienne, je suis née à Épinal et j'habite Saint-Dié depuis 2 ans. J'ai un master en microbiologie et bioprotection de l'environnement et je travaille depuis plus de 3 ans et demi comme contrôleuse auditrice pour l'agriculture biologique. Donc je souhaite me présenter aux élections présidentielles pour vraiment mettre en œuvre le programme qu'on a construit avec mon mari pendant plus de 2 ans. Donc ce programme répond vraiment à tous les grands enjeux de ce siècle. Il propose des solutions vraiment concrètes, des vraies perspectives pour l'avenir. Donc on peut compter 5 grands enjeux aujourd'hui en France. Donc le premier, c'est l'enjeu de l'éducation. On a aussi un enjeu d'économie, un enjeu de sécurité et un enjeu. Donc voilà, donc je révèle juste les 5 grands enjeux: l'éducation, l'économie, la sécurité, l'environnement et la science.
Ce sont les 5 grands enjeux qui sont aujourd'hui les plus importants pour la... Donc, je vais vous présenter très brièvement ces 5 grands enjeux. Donc, je vais vous les présenter du moins urgent au plus urgent. Donc, le premier, c'est l'enjeu de l'éducation. Donc, en fait, le système éducatif qu'on a aujourd'hui, c'est un système qui date du 19e siècle et qui n'est plus du tout adapté à notre époque. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants sont passifs et sont assis toute la journée à l'école. Donc c'était très adapté à l'époque parce que très souvent les enfants travaillaient en dehors de l'école. Ils travaillaient avec leurs parents, voilà, dans les champs, les mines, peu importe, mais en tout cas ils travaillaient. Et ils ne mangeaient pas toujours non plus à leur faim, donc c'était adapté que les enfants soient assis et plutôt passifs pour pouvoir apprendre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout adapté parce que nos enfants sont aussi passifs en dehors de l'école, avec l'essor des tablettes, smartphones, jeux vidéo, vous savez très bien. Et donc on constate que nos enfants sont de moins en moins compétents. Il y a des enquêtes qui sont faites chaque année, donc, dont l'enquête TIMSS, qui évalue le niveau des élèves en 4e et en CM1. Et on constate que le niveau des élèves français est très très bas. Pour vous donner un exemple, en 2019, au niveau des CM1, on était classé avant-dernier sur 46 pays. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Donc je propose une réforme profonde du système éducatif et je vais vous en parler juste après. Le deuxième grand enjeu, qui est encore un peu plus urgent, c'est l'enjeu de l'économie. Donc je tiens à rappeler qu'une économie est importante pour la prospérité d'un pays, pour pouvoir avoir des salaires décents, mais aussi pour financer un système social, un système éducatif, de santé, de retraite, etc. Donc aujourd'hui, on a un enjeu qui concerne plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, on constate tous une perte de pouvoir d'achat. Donc bien sûr, l'inflation y est pour quelque chose. À une échelle un peu plus grande, on a une désindustrialisation de notre pays depuis quelques dizaines d'années, qui fait qu'on a des pertes d'emplois et qu'on devient en fait déficitaire dans la balance économique. On importe beaucoup plus que ce qu'on exporte. Il est aussi très difficile d'innover et d'entreprendre en France. Donc voilà. Et à une échelle encore plus grande, à l'échelle du pays, en fait, on a un endettement structurel permanent qui fait qu'en fait, la France dépense chaque année plus que ce qu'elle produit comme richesse. Donc, pour ce point-là, je propose donc qu'on agisse sur plusieurs plans. Donc l'État va donc s'impliquer, comme Dame l'a dit, dans des grands projets, des projets d'envergure scientifique, technologique et écologique. On va aussi faciliter l'innovation en France. On va développer la recherche et les technologies pour aider les industriels et pour réaliser la transition écologique. Et on va aussi développer l'économie locale et les secteurs du tourisme et du loisir. Donc voilà, c'est important d'axer sur absolument tous les points de l'économie. Le troisième grand enjeu, qui est encore un peu plus important, c'est l'enjeu de la sécurité. Donc, je pense que tout le monde le constate depuis ces dernières années, l'augmentation de l'insécurité, des violences, de la criminalité, du risque terroriste. Donc pour ça, c'est important d'agir à tous les niveaux. Il faut agir auprès des jeunes avant qu'ils commettent des délits. Il faut mettre fin à l'impunité, il faut faciliter le système judiciaire, le rendre plus fluide et plus facile à un fonctionnement qui soit plus fluide. Et il faut aussi réformer profondément le système pénitentiaire. Je vais vous présenter quelques mesures juste après. Le quatrième grand enjeu, encore plus urgent, c'est l'enjeu de l'environnement. Donc le constat, on connaît tous, dérèglement climatique et ses conséquences, les pollutions, l'exploitation des ressources et la perte de la biodiversité. Donc pour ça, l'axe principal, c'est vraiment l'utilisation du plein potentiel de la science et de la technologie pour arriver à harmoniser notre activité avec l'environnement. Donc créer une énergie décarbonée, développer l'agriculture biologique ou encore développer et concevoir des moyens de transport écologiques. Et enfin, le cinquième grand enjeu et le plus urgent, dont on en entend malheureusement très peu parler, c'est l'enjeu scientifique et technologique dans le contexte géopolitique actuel. En fait, face aux géants chinois et américains qui génèrent et innovent chaque année de plus en plus et génèrent des technologies de plus en plus puissantes, si on ne maintient pas notre niveau, en fait, on risque de se faire totalement dépasser.
Et aujourd'hui, tout passe par le numérique ou par l'informatique. Que ce soit l'armée, nos systèmes bancaires, le fonctionnement des États ou encore le fonctionnement même de nos entreprises. Donc c'est extrêmement important qu'on maintienne un niveau de technologie suffisamment élevé pour assurer notre propre sécurité. Donc bien sûr, la science, la recherche et l'innovation est vraiment l'axe principal du programme et il concerne, donc, comme je viens de le dire, la sécurité, mais pas que. C'est aussi pour réaliser donc, la transition écologique, comme je viens de le dire, mais aussi arriver à mieux prévenir et mieux soigner les maladies pour arriver à vivre donc, plus longtemps, mais surtout en bonne santé. Donc voilà pour les 5 grands enjeux. Bien sûr, en résumé, on pourrait en discuter pendant des heures. Je vais vous présenter donc maintenant les points du programme. Donc j'en ai choisi 12. Vous avez le programme entre les mains. Il y en a beaucoup plus, mais bien sûr, on va se limiter à 12 grands points. Donc par rapport à l'enjeu de l'éducation, le premier grand point que je vais vous présenter, c'est la réforme profonde du système éducatif. Donc comme je vous l'ai dit, les enfants sont passifs, sont de moins en moins compétents, donc il faut y remédier. Et on peut s'inspirer tout simplement de la nature. Les jeunes mammifères, eux, ils apprennent en faisant, en imitant, en observant, en tout cas en expérimentant, mais toujours dans l'action. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petites vidéos qui sont sur les réseaux sociaux où en fait les parents font des expérimentations avec leurs bambins de 1 ou 2 ans et ils leur mettent simultanément un jouet et un ustensile de tous les jours. Un tournevis, une brosse à dents, une fourchette. Et systématiquement, le bambin va prendre dans sa main l'ustensile de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a envie de faire comme ses parents. Il a envie d'être un grand, il a envie d'imiter et de faire, comme ses parents. Donc en partant de ce principe, on peut aussi l'extrapoler et se dire que par l'imitation et par la pratique, on peut aussi apprendre des concepts plus abstraits, comme les mathématiques, les arts, etc. Il y a une méthode qui a été développée, qui est la méthode Abacus, qui permet de calculer, c'est un apprentissage de calcul pour les enfants, par le jeu. En fait, au départ, ils travaillent sur des bouliers, et ensuite, ils imaginent des bouliers dans leur tête, et en fait, ils arrivent à résoudre des problèmes mathématiques extrêmement complexes, des additions et des soustractions très complexes, en un rien de temps, parce qu'en fait, pour eux, c'est un jeu. Donc, en faisant, en étant acteurs, et en fait, ils apprennent beaucoup mieux et très bien. Donc, les 3 grands axes par rapport à la réforme profonde de l'éducation, donc c'est axer l'apprentissage par la pratique. Comment faire? Donc, il faut intégrer pour les plus jeunes les jeux, les mises en place de jeux. Les jeux vont permettre en fait d'apprendre aux enfants à respecter les règles du jeu, à respecter aussi son tour, être patient, être persévérant, mais aussi développer des compétences de logique, apprendre de la culture générale. Donc ça va permettre pour les plus petits d'apprendre bien sûr, donc voilà, de la logique, de la culture générale, mais aussi des savoir-être et des savoir-faire. Ensuite, pour les un peu plus grands, à partir de 6-7 ans, on va intégrer de plus en plus dans le système éducatif des activités. Des activités liées à la nature, des activités liées au quotidien, des activités de bricolage. D'ailleurs, souvent quand on bricole, on est obligé de comprendre les mathématiques, la géométrie dans l'espace, donc ça développe énormément de compétences. Ensuite, on intégrera pour les plus grands encore, à partir de 8-10 ans, des expérimentations scientifiques, mais pas que. Ensuite, vers 10-12 ans, beaucoup plus de temps et de moments de création qui vont permettre de développer donc leur créativité en créant par exemple des BD, des films, etc., ce qui leur permettra aussi de concrétiser un projet. Et enfin, pour les plus grands, à partir de 12-14 ans, on pourra intégrer beaucoup plus de débats. Les débats vont leur permettre de favoriser leur esprit critique et la réflexion. Donc voilà, le grand point, c'est vraiment intégrer beaucoup plus de pratiques à l'école pour qu'ils apprennent mieux. Aujourd'hui, voilà, on le constate, nos enfants sont de moins en moins compétents, donc comment faire? On s'inspire de la nature et on leur intègre beaucoup plus de pratiques. Le deuxième point, c'est d'ouvrir l'enseignement à beaucoup plus de domaines de compétences, de connaissances, à plus de domaines de connaissances. Pour ce faire, il va falloir intégrer beaucoup plus d'intervenants. Donc les intervenants, ça pourrait être des professionnels, mais aussi des passionnés, des personnes qui sont à la retraite, ou alors des jeunes en service civique. Je vais vous parler juste après du service civique. Ce qui permettra donc d'agir sur leur curiosité, d'attiser leur curiosité pour qu'encore une fois, ils apprennent mieux et de manière plus approfondie.
Ensuite, le troisième point, c'est axer aussi l'apprentissage de valeurs et de savoir-faire, de savoir-être. Donc c'est important de leur enseigner dès tout petit le respect, la bienveillance, l'honnêteté, aussi la résolution de conflits. Si on apprend aux jeunes tout petits ces clés-là, en fait, on aura une chance que plus tard, aux jeunes adultes, ils arriveront à vivre plus en harmonie, en tout cas plus qu'aujourd'hui. Donc voilà pour la première partie, pour l'enjeu de l'éducation. Donc ça concernera de la maternelle au lycée. Bien sûr, il y a des enfants qui ont besoin, qui sont très agressifs et qui nuisent profondément à l'apprentissage aujourd'hui, qui nuisent au bon fonctionnement d'une classe. Et souvent, on se retrouve avec des professeurs qui sont totalement démunis face à ces enfants qui sont problématiques. Donc c'est pour ça qu'en parallèle du système éducatif que je veux réformer, on va créer des centres éducatifs de discipline et de respect. Donc l'objectif est pour ces jeunes qui n'arrivent pas à suivre le cursus classique, qu'ils soient pris en charge dans ces centres éducatifs. On créera autant de centres que nécessaire, et dans ces centres, l'enseignement sera dispensé par des enseignants qui seront spécialisés, des éducateurs, mais aussi des militaires. Donc l'objectif est vraiment d'apporter un cadre beaucoup plus strict pour des jeunes qui en ont le besoin. Bien sûr, ce sera avec l'accord des parents ou à la demande. Il y a beaucoup de parents qui sont aujourd'hui vraiment démunis face à leurs enfants. Et du coup, l'État pourra mettre en place une structure pour les accueillir. L'objectif, c'est vraiment de ne pas attendre que les jeunes commettent des délits pour les prendre en charge. L'objectif, c'est de les prendre en amont. Souvent, il y a des signes avant-coureurs, il y a des précurseurs. Le corps enseignant sait très bien le déceler et les parents aussi savent le déceler. Il faut simplement que l'État mette en place une structure pour pouvoir accueillir ces enfants. Donc voilà, c'est vraiment agir en amont et ne pas laisser ces enfants commettre des crimes ou des délits pour les prendre ensuite en charge. On agit en amont. Le dernier point que je vais vous parler sur l'enjeu de l'éducation, c'est créer le service civique pour tous les jeunes. Donc après le lycée, on va créer un service civique qui concernera donc deux grands pôles, un pôle avec des formations générales et un autre avec des stages. Il y aura 6 formations générales. La première formation concernera la santé, qui sera donc délivrée par des médecins, des infirmiers, qui concernera les soins de base, le fonctionnement d'un hôpital ou encore l'anatomie. La deuxième formation générale, ce sera une formation de secourisme dispensée par des pompiers. Ensuite, on aura une formation générale de défense et de sécurité qui sera dispensée par des juristes et aussi des gendarmes, des policiers. On aura aussi une formation générale de défense qui sera dispensée par des militaires, une formation générale concernant la science, concernant l'environnement qui sera donc dispensé par des biologistes, des chercheurs pour comment protéger et réhabiliter des environnements. Et enfin, donc, une formation générale scientifique qui sera dispensée par des chercheurs, des ingénieurs, pour leur donner des bases sur l'utilisation des nouvelles technologies, de la cyberprotection et encore de manière générale sur la science. Donc l'objectif est de vraiment former nos jeunes sur des connaissances vitales de santé, secourisme, défense, environnement, sciences, et de développer aussi des valeurs de respect, des valeurs de service aux autres, aussi des valeurs de coopération, de fraternité. Donc ces jeunes qui auront acquis ces compétences vitales vont devenir des réservistes pour la France en cas de nécessité, en cas de crise sanitaire, en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de catastrophe anthropique. Ils vont pouvoir prêter main forte à la France, ce qui permettra d'avoir une France plus forte et plus résiliente. Et la deuxième partie du service civique, ce sera donc des stages dans les domaines qui leur plaisent le plus, donc soit en lien avec les formations générales ou pas. Et l'objectif est vraiment qu'ils apprennent au moins un métier avec une expérience concrète. Donc s'ils ne poursuivent pas leurs études, ils pourront travailler directement. Et si à l'inverse, ils veulent poursuivre leurs études, ça leur permettra d'acquérir au moins de la pratique et de l'expérience. Et les connaissances pratiques, souvent, elles aident à l'apprentissage de connaissances théoriques par la suite. Donc voilà pour le service civique, c'est vraiment donner à
être un citoyen bien intégré et pour pouvoir aussi aider la France en cas de nécessité. Donc voilà pour l'enjeu de l'éducation, donc ces 3 grands points. La réforme profonde du système éducatif en intégrant vraiment la pratique, mais aussi des valeurs, et élargir les domaines de connaissances. Ensuite, créer des centres de discipline éducative, de discipline de respect pour des jeunes qui n'arrivent pas à suivre le cursus normal, qui sont trop agressifs et qui doivent avoir un cadre plus strict pour les prendre en amont avant qu'ils commettent éventuellement des délits, voire des crimes. Et ensuite, créer le service civique pour tous les jeunes après le lycée pour leur permettre d'acquérir des compétences vitales et des valeurs. Donc voilà pour l'enjeu concernant l'éducation. Je vais passer maintenant sur l'enjeu de la sécurité. Donc, par rapport à la sécurité, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, c'est important d'agir à tous les niveaux. Donc le premier niveau, c'est bien sûr les centres éducatifs de discipline et de respect. C'est prendre les jeunes en amont, les prendre en charge avant qu'ils commettent des délits. Donc ça, c'est le premier point que je viens de vous parler. Ensuite, il faut instaurer un nouveau cap et une nouvelle doctrine dans la justice. Aujourd'hui, la justice, on voit des choses qui sont absolument révoltantes, des femmes qui ont porté plainte parce que leur mari était violent, leur mari va en prison quelques mois et en ressortant, elles se font brûler. Donc voilà, il y a des choses qui sont absolument inadmissibles, tout simplement parce que la justice rend justice mais n'a pas de cap, n'a pas une direction claire. Et la direction claire doit être la protection de la vie humaine. Il faut qu'on mette en place une séparation législative très claire pour que la vie humaine soit protégée. Pour être clair, tout ce qui touche de façon grave à l'intégrité physique ou psychique d'un humain doit donner lieu à des peines de prison fermes. Et à l'inverse, tout ce qui touche le matériel, tout ce qui touche l'argent, les fraudes, les délits de fuite, les dégradations, des rodéos urbains, tout ça, ça doit donner lieu à des peines de travail en liberté, en semi-liberté, des remboursements d'argent, 2, 3, 4 fois s'il y a eu des fraudes, mais nos prisons doivent être là principalement pour protéger la vie humaine. Donc pour pouvoir mettre en place cette nouvelle doctrine, il va falloir donc créer des centres d'application pour les peines de travail en liberté et en semi-liberté. Donc dans tous les départements, un ou plusieurs si c'est nécessaire, donc ces centres vont permettre d'organiser et de généraliser le travail d'intérêt général. Donc pour tout ce qui concerne les dégradations de biens, les délits de fuite, les fraudes, les effractions ou les vols, les personnes vont travailler au service de la France et rembourser leurs dettes 2, 3, 4 fois en fonction tout simplement du jugement. Donc ils seront organisés de façon à être en lien direct avec le ministère de la Justice et en lien avec Pôle emploi, les collectivités, des associations pour mettre le travail, les besoins et les compétences des détenus en relation. Donc c'est vraiment permettre d'organiser et de structurer le travail d'intérêt général. Donc c'est vrai que cette mesure existe déjà, mais nous on va le développer massivement. Donc l'objectif c'est aussi de donner un levier d'action supplémentaire à la justice. Aujourd'hui la justice, quand elle se retrouve face à un jeune qui a brûlé une poubelle, par exemple, ou fait du rodéo urbain, elle va hésiter à 2 fois avant de le mettre en prison. Pourquoi? Parce que souvent le jeune va ressortir pire que quand il est rentré. Alors qu'en mettant en place ces alternatives-là, tant que ça ne touche pas à l'humain toujours, on va pouvoir agir beaucoup plus efficacement et aussi mettre fin à l'impunité. Il ne sera plus possible de passer devant un juge si bien sûr la condamnation est avérée, et ressortir avec tout simplement un rappel à la loi. Il faut qu'il y ait des peines, il faut qu'il y ait une certitude de peine pour qu'on puisse vraiment agir et avancer. Donc ça c'était le deuxième point, donc de créer des centres d'application pour les peines de travail en liberté et en semi-liberté. Ensuite, le troisième point, ou le quatrième, si on compte les centres éducatifs de discipline et de respect, c'est de réformer profondément le système pénitentiaire. Donc il y a 5 grands points sur lesquels je voudrais vous parler. Donc le premier, ça va être de créer 40 000 nouvelles places. C'est important d'avoir qu'un juge ne choisisse pas, ne rende pas justice non seulement en fonction de sa peine, mais en fonction du nombre de places en prison. Tout le monde, s'il doit aller en prison, si c'est un danger pour si la personne, l'individu est un danger pour la société, elle doit pouvoir être accueillie dans une prison. Donc pour ça, il faut créer plus de places.
Deuxième chose, on va mettre beaucoup plus de caméras pour protéger le personnel pénitentiaire, mais aussi les détenus. Autre chose, on va séparer les détenus selon leur profil psychique. C'est un peu aberrant de mettre dans une même prison voilà, des personnes qui ont agressé et des terroristes islamistes ou des pervers pédophiles. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'éviter les embrigadements de jeunes qui ne sont pas encore à des niveaux psychiques si graves. Le quatrième point, c'est de mettre en place une formation et une éducation à disposition des détenus pour leur permettre de sortir en étant mieux que, en tout cas, leur donner une chance de se réinsérer plus correctement dans la société. Donc des formations, mais aussi mettre en place des soins psychiques avec des psychiatres, des psychologues, mais aussi leur mettre à disposition des films valeureux, beaucoup de livres, des œuvres littéraires, des belles musiques pour essayer de leur ouvrir l'esprit et de développer leur empathie. Et enfin, le dernier point, le cinquième point, et le plus important, ce sera donc de généraliser le travail dans les prisons. Tous les détenus vont travailler. L'objectif est de rendre nos prisons rentables économiquement. Donc, comme tous les citoyens, on travaille tous les jours, du matin au soir, avec une pause le midi, et ben, les détenus vont faire la même chose. Ce qui permettra de financer leurs bonnes conditions de détention, mais aussi d'améliorer leur structure, de travailler, ça améliore la structure des hommes, ça permet de mieux structurer, d'avancer, et puis s'ils ne sont pas formés, ils pourront aussi être formés, sortir de prison avec des compétences qu'ils n'auraient pas pu peut-être avoir avant. Donc les deux grands pôles dans lesquels ils vont travailler, ça va être dans des centres de recyclage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est appareil électronique, aujourd'hui, demande beaucoup de main-d'œuvre pour être recyclé, tout ce qui est métaux, etc. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies suffisantes pour recycler ces composants-là. Donc, on va créer des centres de recyclage accolés aux prisons et les détenus vont travailler dans ces centres de recyclage. Et le deuxième point, les détenus vont travailler dans des grandes cultures maraîchères bio. Voilà, les légumes qu'ils produiront servira à alimenter tout simplement leur propre restauration. Et s'il y a du surplus, ça alimentera les restaurations collectives aux alentours. Donc voilà une réforme aussi très importante, donc de réformer le système pénitentiaire. Donc les 4 points concernant l'enjeu de sécurité que je voulais vous présenter, donc c'est s'occuper des jeunes avant qu'ils commettent des délits dans des centres éducatifs de discipline et de respect, de changer de doctrine, en tout cas instaurer un nouveau cap dans la justice pour qu'il y ait une réelle protection de la vie humaine. Ensuite, c'est de créer des centres d'application pour les peines de travail en liberté et en semi-liberté. Et enfin, de réformer le système pénitentiaire en généralisant le travail de tous les détenus. Maintenant, je vais vous parler de l'enjeu suivant. Donc, c'est l'enjeu économique et environnemental, mais je ne peux pas séparer ces deux enjeux. L'un ne va pas sans l'autre, puisque quand on développe des technologies pour réaliser la transition écologique, tout simplement, on crée aussi de l'économie, des nouveaux secteurs. Le premier point que je vais vous parler, donc, qui fait suite au dernier point que je viens de vous présenter, c'est d'avoir un objectif en France de 100% recyclé. En fait, on veut réindustrialiser en France et c'est une très bonne chose, mais pour ça, on a besoin de matières premières. Et bien sûr, aujourd'hui, les matières premières, la France n'est pas un pays de minerais, on l'importe. Et on l'importe de pays où souvent l'exploitation minière est réalisée dans des conditions catastrophiques pour l'environnement et catastrophiques aussi pour les humains qui y travaillent. Donc, notre objectif, il faut savoir que tout peut être recyclé, absolument tout. Le béton, le plastique, les métaux rares, tout peut être recyclé. Donc, c'est de vraiment généraliser le recyclage à 100%, de créer des grands centres de recyclage qui vont permettre aussi de développer des nouveaux secteurs, de développer les technologies pour arriver à générer nos propres matières premières. Donc les centres de recyclage seront vraiment littéralement nos mines de demain. On va pouvoir tout recycler, que ce soit aussi bien des tissus. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je travaille en agriculture biologique et toutes les exploitations que je contrôle qui ont des moutons, il faut savoir qu'en fait la laine, ça coûte plus cher à l'éleveur de se faire, que quelqu'un vienne récupérer la laine, enlever la laine, qui est d'ailleurs pas valorisée, alors qu'on pourrait largement valoriser cette laine-là en développant des filières de couverture, de couette, peu importe. Donc voilà, c'est arriver à mieux
gérer nos matières premières ou même nos déchets pour arriver à une écologie, un système économique beaucoup plus écologique. Donc voilà, généraliser le recyclage, créer des grands centres de recyclage. Donc ce sera bon pour notre économie et pour l'écologie. Ensuite, le point que je vais vous parler, c'est créer des centres de distribution, d'organisation et de collecte locaux. Encore une fois, je pense que vous le savez très bien, mais aujourd'hui nos producteurs, pour vous donner un exemple concret, 1 litre de lait, un de mes producteurs va le vendre entre 30 et 35 centimes à une coopérative. Aujourd'hui, vous allez dans un magasin, vous l'achetez 1 €. Donc la marge, vous le savez, les intermédiaires, les coopératives, les grandes surfaces se prennent tous une marge sur leur vie. C'est eux qui produisent ces denrées alimentaires-là. Donc pour contrer un peu ce jeu-là, je veux donc encore une fois que l'État s'implique et crée des centres de collecte, des centres qui vont pouvoir aussi distribuer, donc acheter et distribuer tous les produits des producteurs locaux. Donc ce qui va limiter les intermédiaires, ce qui va aussi permettre de mieux les rémunérer, parce que bien sûr ce magasin d'État, on pourrait l'appeler, va mettre la majoration, va se prendre une marge la plus petite possible uniquement pour faire tourner le magasin. Mais l'objectif est de rémunérer par exemple le litre de lait 60-70 centimes pour l'éleveur. Et même si on continue à vendre le lait 1 € le litre, ça n'empêche que pour l'éleveur, son gain aura doublé. Donc voilà l'objectif de ces centres, c'est vraiment d'acheter les produits locaux, que ce soit des artisans ou des producteurs, et de les revendre en direct en limitant le plus possible les intermédiaires. Ces centres de collecte auront aussi la charge de mettre en relation les différents producteurs et différents acteurs locaux. Encore une fois, pour vous donner un exemple concret, j'ai des producteurs de grande culture qui vont produire des céréales, du blé, etc. Mais souvent, ils intègrent de plus en plus dans leur rotation, surtout en bio, de la luzerne. Sauf que la luzerne, eux, ils la valorisent très peu. Il n'y a pas encore de structure qui achète la luzerne. Ce n'est pas comme dans d'autres départements. Et à l'inverse, 10 km plus loin, je vais trouver un éleveur laitier ou de vaches allaitantes qui, lui, a besoin de luzerne, mais il ne sait pas où en acheter. Donc en fait, il n'y a pas aujourd'hui de structure qui permet de mettre en relation les demandes, les besoins, ce que les producteurs cherchent et ce qu'ils vendent. Il n'y a aucune structure qui le fait. Ça, c'est à l'État aussi de s'y mettre et de permettre de mieux fluidifier l'économie locale et de limiter au maximum les intermédiaires, encore une fois, pour mieux rémunérer nos producteurs locaux. Et le dernier point que ces centres vont pouvoir mettre en place, c'est un pôle de transformation pour tout ce qui est produit invendu. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Too Good To Go. En fait, elle permet de limiter les invendus pour limiter le gaspillage. Et selon leurs chiffres, pratiquement 1/3 de nos denrées alimentaires produites finissent à la poubelle. C'est totalement inadmissible et c'est pour ça que ces centres d'État vont aussi mettre des pôles de transformation pour pouvoir transformer tous les invendus ou les produits, les fruits et légumes hors calibre, en soupe, en conserve, pareil de la viande qui est pas vendue et qui va bientôt être périmée, hop, on la transforme et on en fait des conserves. Donc l'objectif c'est d'avoir un circuit intelligent, un circuit local, un circuit court et de limiter au maximum le gaspillage. On pourra aussi très bien imaginer des pôles, des méthaniseurs aux alentours de ces centres que l'on va créer pour tout ce qui est déchets organiques, donc les épluchures, les choses pour récupérer aussi le lisier des producteurs. Donc l'objectif, ce sera bien sûr de générer de l'énergie. Oui, donc aujourd'hui, il y a une polémique sur les méthaniseurs. C'est vrai que c'est inadmissible de mettre des denrées alimentaires dans les méthaniseurs. Donc ce sera vraiment que des déchets ou du lisier, des choses comme ça. Ce sera pas des produits alimentaires pour alimenter ces méthaniseurs. Donc l'objectif, c'est de générer de l'énergie et puis le digestat de méthanisation pourra être redonné aux éleveurs pour qu'ils puissent les vendre sur leur terre. Donc voilà, vraiment un circuit fermé, qu'on optimise et qu'on généralise ces centres. Donc encore une fois, c'est une création. On vous parle vraiment que de création, de centres, créer là c'est un centre de collecte, de distribution et d'organisation locale. C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, on entend nos politiciens veulent jouer sur les lois, sur un peu plus administratif, un peu moins administratif. Nous, notre programme, c'est vraiment des mesures concrètes, c'est du concret. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va mettre en place.
Donc je vous ai parlé de la gestion de nos déchets avec l'objectif 100% recyclé. Je vous ai parlé maintenant de la gestion de notre ressource alimentaire. Je vais vous parler maintenant de la gestion de l'eau, qui est aussi une denrée qui va être de plus en plus compliquée à gérer. Donc, pour vous donner encore une fois un exemple concret, cette dernière année en 2021, c'était une année extrêmement pluvieuse qui a été très difficile pour nos agriculteurs. Par exemple, les blés, on n'arrivait pas à les moissonner, la terre était très très humide, ce qui a fait que le blé était de moins bonne qualité et on a eu beaucoup moins de blé cette année que les autres années. Et les 3 dernières années, encore auparavant, c'était des années extrêmement sèches et à l'inverse, on manquait d'eau et on a eu beaucoup de pertes à cause de la sécheresse. Donc voilà, en fait, le réchauffement climatique génère un déséquilibre hydrique, ce qui fait qu'on a des périodes avec beaucoup de pluie et des périodes avec de grandes bandes de sécheresse. Donc l'objectif, et encore une fois, c'est à l'État de le faire, c'est d'avoir une vision stratégique de la gestion de l'eau. Donc pour ça, notre projet, c'est de développer des lacs d'accumulation. Donc les lacs d'accumulation, ce sera de dévier un bras d'une rivière et on ouvrira ce bras uniquement en cas de très très forte pluie pour éviter les inondations en aval. Et donc, quand il y a des très fortes pluies, on sent que les maisons aux alentours vont être inondées, on ouvre le bras, on fait passer donc le surplus d'eau qui va donc alimenter un lac d'accumulation. Et en période de sécheresse, cette réserve d'eau pourra tout simplement être redonnée aux producteurs pour éviter qu'un jour on se retrouve avec une pénurie et ça pourrait très bien arriver. Ces lacs d'accumulation pourraient très bien servir aussi de base de loisirs ou de pisciculture. Il ne faut pas hésiter à développer toutes les stratégies qu'on peut avoir pour optimiser chacune des mesures qu'on peut mettre en place. Donc voilà pour la stratégie de la gestion de l'eau. Et enfin, la dernière stratégie, c'est l'énergie. Donc pour l'énergie, on a 2 grands courants, le nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Donc le nucléaire, c'est une énergie décarbonée qui est française, qui est pas mal. Le seul problème, c'est qu'on génère des déchets. Aujourd'hui, on n'arrive pas à les recycler, on n'arrive pas en tout cas à les gérer. Donc on dépense des milliards pour les enfouir en Meuse. C'est totalement aberrant. Ces milliards-là devraient être plutôt dépensés pour investir dans la recherche, dans l'innovation pour arriver à dégrader ces déchets. Il y a beaucoup de projets dans le monde qui sont le projet des nucléaires de type de 4e génération qui pourraient arriver, et on va y arriver, dégrader les déchets nucléaires de ces premières générations pour générer de l'énergie. Donc ça, c'est de l'argent qu'il faut qu'on investisse. On n'a pas à enfouir des déchets, c'est absolument pas vivable pour nous, pour nos générations à venir, l'idée est insupportable. Et autre chose, il y a ce gros projet de fusion nucléaire. La Chine et les États-Unis sont déjà à des phases expérimentales. C'est très très prometteur. Donc juste pour vous expliquer, la fusion nucléaire, ça ne génère pas de déchets, c'est à partir d'atomes d'hydrogène qui donnent des atomes d'hélium. C'est vraiment le principe du soleil. Donc quand cette technologie-là va être mise en place, ça va totalement changer la donne. Donc c'est aussi des investissements qu'il va falloir faire. Donc mon objectif, c'est pas de développer des réacteurs nucléaires de cette génération-là, mais plutôt d'investir dans la recherche. Et si on doit investir dans d'autres réacteurs nucléaires, que ce soit au minimum des 4e générations, ou arriver plus tard, d'ici quelques dizaines d'années, dans des centrales à fusion nucléaire. Mais bien sûr, en parallèle, il va falloir développer les énergies renouvelables. Donc là, il existe plusieurs stratégies. La stratégie où on empiète sur l'environnement, on crée des parcs éoliens, des parcs de panneaux solaires. Donc moi, c'est pas la manière dont je vois la France. Donc je pense que, en tout cas, c'est un avis personnel, chacun, en tout cas, moi, je ne le propose pas. Ce que je propose, par contre, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, 22% de notre territoire est urbanisé. Donc ça veut dire que ce sont des bâtiments, des routes, etc. Donc en fait, l'objectif et la stratégie, c'est d'utiliser le potentiel de nos bâtiments. Donc la stratégie que je veux mettre en place, c'est les bâtiments intelligents, générateurs ou producteurs d'énergie. En quoi ça consiste? Donc en fait, c'est de coupler l'ensemble des stratégies et aussi de les développer pour qu'elles soient encore plus performantes sur un même bâtiment. Quand je parle de bâtiment, c'est tout. C'est les immeubles, les maisons, les hôpitaux, les industries, c'est absolument tout. Donc comment faire? 5 points. Le premier point, l'isolation. Il faut qu'on arrive à isoler, avancer les recherches et qu'on isole de la manière la plus performante qui soit. Avec bien sûr l'idéal du matériel de chanvre, de laine. Il faut qu'on développe tout simplement les filières. Aujourd'hui, nos producteurs ne le font pas parce qu'on ne leur demande pas, mais on peut très bien développer ces filières-là. Sachez qu'un bâtiment extrêmement bien isolé, aujourd'hui, on peut faire des économies jusqu'à 60 à 70%
d'énergie, de consommation d'énergie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, développer le géothermique. Il faut qu'on arrive à développer. Donc il existe des filières aujourd'hui, simplement ça coûte cher, tout simplement parce que ces technologies-là ne sont pas généralisées. Donc il faut qu'on avance la recherche et qu'on généralise le géothermique. Ensuite, bien sûr, le solaire. Encore une fois, nos panneaux solaires et les cellules photovoltaïques transforment 20% de l'énergie solaire. On pourrait arriver jusqu'à 80%. Encore une fois, de la recherche, de l'innovation. Il faut qu'on arrive à avoir des panneaux solaires les plus performants possibles. Les mettre sur les toits, bien sûr exposés sud, et aussi les murs, pareil, exposés sud. La quatrième, c'est d'utiliser le vent, le potentiel du vent. Pareil, encore une fois, sur nos bâtiments, il existe des petites éoliennes, des petites turbines, les unes à côté des autres. On peut très bien les adapter sur les murs. Donc c'est vrai que dans les Vosges, ça ne serait peut-être pas le plus judicieux, mais en Normandie ou dans le sud de la France, là où il y a énormément de vent, ça peut être aussi une stratégie qu'on peut coupler à l'ensemble des autres stratégies pour rendre nos bâtiments vraiment producteurs d'énergie. Et aussi, bien sûr, l'eau. Il faut qu'on arrive à mettre des récupérateurs d'eau partout sur les toits. Il faut que cette eau soit optimisée, encore une fois, pour une gestion de l'eau intelligente. Donc, en utilisant l'ensemble et en couplant l'ensemble de ces stratégies, en les développant, en faisant de la recherche, en les développant, les mettant en place, ça va permettre que chaque bâtiment soit non seulement passif, mais vraiment producteur d'énergie. Pas toute l'année, évidemment, surtout les périodes d'été ou de grand vent. Donc quand il est producteur, le bâtiment revend son énergie à EDF. EDF l'utilise en le transformant en bouteille à hydrogène, qui peut très bien servir pour nos voitures. Et donc l'hiver, les périodes d'hiver où il n'y a pas de soleil ni de vent, et on consomme un peu d'énergie. Et l'objectif, c'est que le bilan sur l'année soit qu'on ait revendu plus d'électricité à EDF, je dis EDF, mais tous les autres comme ça bien évidemment, que ce qu'on a produit. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, on nous fasse un chèque, voilà, vous avez revendu tant. Ce soit les bâtiments qui soient vraiment producteurs de l'énergie. Et il y a un potentiel phénoménal. Il faut simplement, encore une fois, structurer, le faire à l'échelle du pays et y aller. Donc, développer la recherche, développer les secteurs, donc ce sera très bon pour l'économie, bien sûr, excellent pour la transition écologique et très bon aussi pour votre pouvoir d'achat. Ça vous permettra d'avoir un budget plus conséquent pour autre chose. Donc voilà pour les 4 grands points concernant le mélange d'économie et d'écologie. Donc on a l'objectif 100% recyclé, on a les centres de collecte de distribution locale, on a les lacs d'accumulation, les bâtiments intelligents générateurs d'énergie. Encore une fois, ce sont des idées vraiment novatrices, on les entend nulle part et je tiens à vous préciser, voilà, c'est vraiment un programme qui est sur du concret. Pour rester dans le pouvoir d'achat, je vais vous parler du revenu universel. Donc, quand j'ai commencé à parler du revenu universel, j'ai été mal comprise. On a cru que je voulais retirer les salaires et mettre un revenu unique pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Le revenu universel que je propose, il est complémentaire. Donc, chacun garde son salaire. C'est simplement qu'il va y avoir un complément de salaire pour tout le monde. Donc, comme l'a expliqué Dan brièvement, en fait, c'est une répartition de la richesse, bien sûr. Les plus gros salaires vont cotiser et ce surplus va être réparti sur les personnes aux plus bas revenus. La manière dont on l'a calculé, c'est une cotisation qui va permettre de générer 300 milliards à l'année et sera répartie donc par 700 € par mois pour chaque citoyen de 18 ans jusqu'à la retraite. Donc, ce qui donnera concrètement un salaire de 600 € passera à 1150 €, un salaire de 800 €, je parle en net, passera à 1300 €, un salaire de 1200 € net passera à 1600, de 1600 à 1900, de 2000 à 2002. Les grands gagnants, ce sera les salaires jusqu'à 2800 €. À 2800 €, la personne cotisera autant que ce qu'elle recevra. Donc en fait, son salaire sera fixe. Et au-delà, elle commencera à cotiser. Donc, on va cotiser plus que ce qu'elle reçoit. Par exemple, pour un salaire de 3 000 €, la personne cotisera grosso modo 50 €. Donc voilà, et c'est bien sûr progressif. Donc l'objectif, c'est d'augmenter les salaires, de valoriser le travail, parce qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui touche un chômage de 1 000 €, on va dire, quand il va retravailler pour le SMIC, il va toucher 1 200 €. Donc en fait, il va gagner 200 €. Donc ça n'incite pas vraiment au travail. Alors que là, avec ce revenu universel, donc le chômage restera toujours à 1 000 €, ce que quand il va commencer à travailler, il aura toujours son revenu universel et donc il passera à 1600 € net. Ce qui permettra les métiers seront beaucoup plus attractifs de travailler, ça deviendra vraiment il y aura vraiment une différence nette entre le chômage et le travail. Ce qui permettra bien évidemment de revaloriser tous les salaires des enseignants, des personnels soignants, des personnes qui s'occupent de notre sécurité, etc.
Donc voilà, et ce qui est important aussi dans cette réforme du revenu universel complémentaire, c'est que ça ne va pas peser sur les entreprises. En fait, ce n'est pas les patrons qui vont payer plus, c'est vraiment une répartition de richesse. De la même manière, ça ne pesera pas sur l'État. Encore une fois, c'est une répartition de richesse. Et on arrive au dernier point, qui est le développement de la filière du tourisme et du loisir. Donc, grâce au pouvoir d'achat que vous avez gagné grâce aux bâtiments intelligents générateurs d'énergie, grâce au revenu universel, on va pouvoir beaucoup plus profiter des secteurs du tourisme, du loisir, de la restauration, de la culture. Donc, il y aura 3 points principaux par rapport au développement du tourisme et du loisir. C'est le premier, de diminuer le temps de travail. Passer le temps de travail de 35 à 32 heures par semaine sur 4 jours. C'est possible parce que, déjà ça existe déjà. En Espagne, ils sont en train de l'expérimenter. Il y a beaucoup d'entreprises nordiques qui le mettent en place. Ils observent un gain de productivité, l'absentéisme qui se raréfie. Et grâce aux nouvelles technologies dans lesquelles on va massivement lancer les recherches dans les nouvelles technologies, en fait, les entreprises pourront produire autant, voire plus de richesses dans un laps de temps beaucoup plus court pour un même temps de travail. Donc du coup, on va pouvoir diminuer le temps de travail pour offrir donc, aux citoyens des week-ends plus longs et avec le pouvoir d'achat, de pouvoir développer et profiter des secteurs du tourisme et du loisir. Ensuite, le deuxième point par rapport au tourisme et au loisir, c'est rendre les transports en commun libres d'accès. Donc comme je vous parlais de la cotisation pour le revenu universel, en fait, la cotisation en fait, au total sera de 330 milliards. Et donc, il y aura un petit surplus qui va pouvoir permettre de rendre les cars, les bus et les trains, pas encore le TGV, mais en tout cas pour le moment les TER, de les rendre en fait gratuits. Gratuits entre guillemets puisque vous allez cotiser, mais en tout cas de les rendre libre accès. Donc pour concrètement, pour vous, votre quotidien sera que vous travaillerez du lundi au jeudi, et du jeudi soir ou le vendredi, vous pourrez monter dans un car, un TER, et passer un week-end entier au bord de la mer ou en montagne. Donc, ce qui est important aussi, c'est que ça va développer ce secteur économique-là. En fait, travailler, c'est une bonne chose, mais si les personnes n'ont pas le temps pour dépenser leur argent, en fait, l'économie, elle est pas vertueuse. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le temps de travail et la consommation des biens qui sont produits. Bien sûr, ça va permettre aussi de développer tous les secteurs de la culture qui, ces dernières années, on le sait, ont été très pénalisés. Donc voilà pour ces points. Donc je vous ai vraiment parlé de tous les enjeux, donc l'enjeu de l'éducation avec ces réformes que je vous ai présentées. Il y en a d'autres bien sûr dans le programme, vous pourrez les retrouver. L'enjeu de la sécurité, donc avec ces 4 points aussi que je vous ai présentés, pour agir vraiment sur l'ensemble des acteurs de la sécurité et de la justice, et le point sur la transition écologique et l'économie. Et pour l'enjeu de la technologie et de la science, en fait, il n'y a pas de point en particulier, tout simplement parce qu'en fait, on retrouve de la science et de la technologie dans pratiquement tous les points que j'ai cités. Donc, c'est l'axe principal. Donc, l'État va investir et s'investir dans la recherche, le développement des connaissances, des nouvelles technologies. Pour, comme je le disais, assurer notre sécurité, développer et accompagner l'agriculture biologique et les industriels. Et aussi pour la santé, bien évidemment. Donc voilà pour les points de mon programme. Donc, vous le retrouverez sur le site, soit vous pouvez le prendre, vous avez tout ce qu'il faut comme information. Et si vous êtes plus à l'aise sur les formats vidéo, j'ai fait aussi des petits formats très courts de vidéos sur les réseaux sociaux où j'explique chacune des mesures. Je voulais juste terminer en faisant un petit point. Des mesures concrètes, c'est très bien, mais c'est aussi important les valeurs. Je vous en ai beaucoup parlé, surtout dans l'éducation. Aujourd'hui, on voit un milieu politique qui est malheureusement peu valeureux. Et je tiens à rappeler que le respect, la vérité, la droiture et la bienveillance, ce sont aussi des choses que je porte, qui me tiennent à cœur et qui feront partie intégrante de mon programme et de la vie politique à venir. Donc voilà pour tout ça. Et je vous laisse un temps pour des questions. Et puis voilà, la parole est à vous.